donc des petites choses dont je vous parlerai pas, mais j'en parle quand même un petit peu. Et puis, effectivement, la petite minute de droit sur trois aspects qui vous concernent indirectement, mais enfin quand même, vous allez voir. Les choses dont je parlerai peu ou pas, mais c'est pas des questions juridiques, mais j'ai trouvé ça intéressant. D'abord, un petit mot sur ce qui s'est dit sur tout ce qui était fléchage, etc. Vous savez tous que l'euro numérique n'est pas programmable. C'est les services qui sont liés à l'euro numérique qui peuvent être fléchables, mais l'euro numérique lui-même n'est pas programmable pour des questions justement de respect de la vie privée. Hein, donc voilà, c'est une petite précision là-dessus. Alors, dans le désordre, j'ai noté, ne serait-ce que cette semaine dans les journaux, des éléments intéressants. Bon, on sait qu'il y a une entrée en vigueur du règlement européen sur les cryptoactifs. En quoi ça vous concerne? J'en ai déjà parlé ici il y a quelques temps. C'est parce que le lien entre les cryptoactifs et les paiements est très fort, très très fort, ne serait-ce que parce que les prestataires de cryptoactifs doivent, dès qu'ils seront rentrés dans ce champ-là, déposer au bout de 24 heures toutes les sommes auprès d'un établissement de crédit ou d'une banque centrale. En clair, c'est la même idée que pour les EME, sauf que ici, on parle de sommes reçues par des prestataires de services sur cryptoactifs de leurs clients en contrepartie du service sur cryptoactifs, et ces sommes doivent partir, donc, un peu comme un compte de cantonnement. Ce qui est nouveau, c'est que ce n'est pas uniquement une banque, c'est aussi une banque centrale. En fait, les banques centrales vont devenir concurrentes des banques de cantonnement. Et ça, personne ne l'a vu. J'en ai déjà parlé ici, mais je le redis, personne ne l'a vu. Alors, vous me direz, quelles sont les banques centrales qui vont offrir ce service? Déjà, le Luxembourg l'offre. Donc voilà, donc vous pourrez, demain, des potentiels clients, qui sont les prestataires de services sur actifs numériques, pourront vous interroger et pourront aussi, sinon, aller voir les banques centrales. Il faudra voir quelles sont les offres de ces banques centrales. Autre élément intéressant, c'est ce lien entre le monde du paiement classique et le monde du paiement sous forme crypto, sous forme de stablecoin plus largement. Vous avez vu que Stripe rachetait Bridge, plutôt rentrait dans son capital, une start-up créée il y a 3 ans, qui est déjà valorisée plus que la capitalisation boursière de BNP Paribas. 65 milliards d'euros. 3 ans, paiement, crypto, 65 milliards d'euros de capitalisation de valorisation, pardon, pas de capitalisation boursière. Deuxième élément, après ce qui est intéressant toujours dans le monde à cheval entre les deux, tout le monde a envie de sortir son stablecoin. Des banques, bon, il y a quelques banques qui s'y mettent, bien sûr, c'était General Forge, ça vous l'avez vu, mais il y a aussi des infrastructures elles-mêmes. Ripple va sortir sans doute son propre stablecoin, bien sûr des plateformes, Binance avait déjà sorti le sien, donc il y a un peu une course entre les différents acteurs, les infrastructures, les intermédiaires plateformes, les banques traditionnelles, les nouveaux acteurs, Paxos aussi, il y a PayPal, hein, bien évidemment, qui sort aussi son stablecoin. Donc, ça veut dire que les stablecoins, c'est un peu le, je pense qu'on en reparlera l'année prochaine. L'année 2025 devrait être l'année des stablecoins. Alors, en termes de capitalisation boursière, les stablecoins, c'est pas énorme, c'est un peu moins de 200 milliards de dollars. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir le volume sur les stablecoins. Le volume de stablecoins représente 50% du volume global sur cryptoactifs. Mais le volume de stablecoins, c'est 1,8 million de milliards de dollars, donc 1,8 trillion de dollars par mois. 1,8 trillion de dollars par mois. Si vous donnez une comparaison, le volume sur les marchés equity d'Euronext, c'est 360 milliards par mois. 4 fois plus, aujourd'hui, de volume sur stablecoin que sur Euronext. Voilà, c'est juste quelques chiffres comme ça qu'il faut avoir en tête. Maintenant, j'en viens aux questions plus juridiques. Alors, c'est des choses qui ne sont pas drôles parce que à chaque fois, c'est la responsabilité, la responsabilité qui est retenue de la banque ou de l'intermédiaire. Donc, c'est pas très très drôle, mais ça parle de la fraude justement à chaque fois. Donc, la fraude, c'est vraiment le grand sujet. C'est des sujets absolument classiques. C'est plutôt du côté du banquier face à son client, mais c'est pas inintéressant que vous, qui soyez du côté de paiement et processeur de paiement, vous sachiez derrière quels sont les niveaux de responsabilité, puisque derrière sont les niveaux d'exigence qui vous seront aussi demandés après par les banquiers, proprement dit, pour lutter d'une part et pour essayer d'éviter d'être responsable d'autre part. Donc, je vais vous citer 3-4 jurisprudences très récents de la Cour de cassation, mais c'est des cas qui sont intéressants parce qu'ils sont tellement topiques. Alors, à chaque fois, la banque a été tenue responsable. Donc ici, les faits sont assez simples. Il y a une personne qui ouvre un compte auprès d'un établissement bancaire. Cette personne, en fait, elle rend compte via Instagram.
Déjà, ça commence. Hein. Elle rencontre via Instagram quelqu'un et elle remet à cette personne son RIB, sa carte et ses codes d'utilisation. Vous dites, c'est du gâteau, la banque n'est pas responsable. Eh bien si, la banque est responsable. La banque est responsable, et c'est ça qui est important et qui est intéressant. Pourquoi elle est responsable? Parce que vous savez qu'il existe, c'est écrit là, hein, dans le Code monétaire et financier, que c'est renversement de charge de la preuve, c'est le prestataire, donc la banque, qui doit prouver que l'opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée, ce qu'elle n'a pas prouvé. Et comme elle n'a pas prouvé, eh ben la personne, même si elle a donné ses codes, en quelque sorte, hein, en plus sur Instagram, etc., la banque est responsable. Donc ça, comment dire, la Cour d'appel avait condamné le client de la banque, la Cour de cassation casse, mais elle le casse parce que, en fait, la banque n'a pas démontré ces 3 points-là. Elle doit le démontrer. Si la banque arrive à démontrer qu'elle a authentifié, enregistré, comptabilisé, le client sera responsable. Mais vous voyez où est-ce que ça va, hein? On n'est pas... Bon. Le deuxième cas, c'est toujours aussi pas drôle, j'allais dire. Ici, on est dans le cas des fraudes téléphoniques aux faux conseillers. Vous connaissez, hein, c'est le truc aussi classique, ce qu'on appelle le spoofing téléphonique. Alors là, le cas était vraiment aussi osé, mais c'est pas possible que la banque soit responsable. Donc, le numéro d'appel qui apparaît sur le téléphone, c'est le numéro d'appel de la banque et du conseiller bancaire. Et une fois avoir vu ça, le client est en confiance, et donc le client fait ce que lui dit la personne au bout du fil, qui lui dit il faut rajouter pour des nouveaux bénéficiaires à vos virements, et les noms des bénéficiaires sont connus. C'est de l'entourage du client. L'IBAN n'est pas le même, bien évidemment. Hein. Et ben malgré ça, la banque est quand même responsable. C'est dingue, hein? Donc, ici, on se dit comment arriver, que doit faire la banque pour éviter que son numéro de téléphone soit finalement piraté, apparaisse, que les noms des personnes proches du client dont l'usurpateur s'est servi. Enfin, j'ai pas la réponse à ça. Enfin, vous voyez un peu les deuxièmes cas. Le troisième cas est plus classique. Tout aussi responsabilité de la banque. C'est pas le cas qui a fait parler beaucoup de lui dans la presse récemment à propos de comment dire de fraude, comment dire sur le fraude aux dirigeants en quelque sorte. Mais c'est un peu la même idée. Donc vous avez une comptable d'une société qui fait un virement de un peu plus de 2 millions d'euros au profit d'une banque, enfin au profit pardon d'une entité située à Hong Kong. Et ici donc il y a bien sûr au départ une fraude classique aux dirigeants, c'est-à-dire qu'il y a usurpation d'identité. Mais ici, pourquoi la banque est responsable? Et c'est là où on retrouve tous les schémas, si vous voulez, dans les contrôles internes, dans tous les schémas de prévention des fraudes, etc. Parce que la société cliente n'avait pas l'habitude de faire des virements en Asie, ne faisait que des virements d'un montant maximum de 100 000 euros et pas de 2 millions et quelques. Et donc la banque aurait dû se rendre compte au dit de sa vigilance que le virement était inhabituel et qu'elle aurait dû donc le bloquer préalablement. Donc voilà 3 cas qui sont topiques, le dernier peut-être un petit peu moins, qui sont complètement dans la jurisprudence de la Cour de cassation, qui ne changent pas, aussi bien pour des personnes physiques que pour des personnes morales. Il n'y a pas de différence, vous voyez, suivant le degré de responsabilité, etc. Il y a un niveau de différence un peu sensible lorsqu'on est en physique ou à distance. À distance, on n'a pas la même appréhension. Et du coup, il y a une responsabilité plus grande de la banque qui doit mettre en place des systèmes encore plus performants pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. Donc, la fraude, justement, vous connaissez ces chiffres qui ont été publiés récemment par le BA avec la BCE. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que les virements ont un taux de fraude finalement assez faible et que c'est toujours sur les cartes que l'on a finalement le plus de taux de fraude, malgré l'authentification forte, et même s'il y a une baisse du taux de fraude grâce à l'authentification forte, ce qui est intéressant, c'est que maintenant la BCE sort avec le BA ces données qu'elle collecte sur toutes les banques européennes. Alors, je n'ai pas trouvé le pourcentage de baisse par rapport à l'année précédente, aux années précédentes avec authentification forte, mais j'ai lu dans les papiers de la BCE qu'il y avait une baisse. Enfin, ça reste encore pas négligeable, même si c'est 2 euros derrière les virgules, ça reste quand même pas négligeable.
Et dernier point pour tenir le délai, parce que quand même, sinon après, ça va faire très cher l'heure à Excel. Hein. Donc, ouais, non, mais moi, je sais tenir mes heures, moi. Et tac Donc, vous avez peut-être tous vu, ou pas, je ne sais pas, un document de l'autorité bancaire européenne qui a fait des recommandations sur les conversions en devises pour les paiements instantanés. C'est un truc tout bête. Hein, c'est vraiment tout bête, tout bête. C'est surtout le dernier cas est assez intéressant. Et la dernière ligne, je vous laisse la lire parce qu'elle paye par elle-même. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, la dernière ligne. Hein. Donc, recommandation pour les prestataires du payeur qui doit effectuer une conversion en devise avant d'initier un virement SEPA. Donc, vous voyez le sens dans lequel on est, qui est le sens inverse du dessus. Hein. Eh bien, ici, dans les deux cas, on vous demande la même chose. Il faut définir un taux de conversion. Et vous pouvez prendre en considération différents éléments, notamment la disponibilité, la durée de la période de clôture, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que le prestataire, il prend un taux de référence de conversion auquel il peut rajouter non seulement des frais, mais des éléments externes, style la durée de fermeture du marché, etc. Puis vous avez vu, il n'est pas prévu que les membres du personnel soient présents pendant les week-ends et les jours fériés pour les activités liées au change. Autrement dit, tout ça, vous pouvez le faire de manière automatisée, bien évidemment, mais je trouve la phrase un peu cocasse quand même. Donc je ne sais pas si vous avez vu cette recommandation de l'EBA qui donne quand même cette souplesse, mais qui vous dit, vous devez finalement définir ce taux de conversion. Même chose pour les transparences, et ceci doit être communiqué bien sûr aux clients, mais vous avez la possibilité de rajouter au taux de change non seulement une marge, mais des éléments qui justifient le fait que le marché soit fermé le marché de change soit fermé, et que donc vous prenez un risque, bien évidemment, en faisant ce taux fixe. Parce que vous proposez un taux fixe, vous prenez donc un risque. Voilà finalement ce que je voulais vous dire. Tu vois que j'ai tenu mes 3 minutes. Hein. Je suis quand même fort. Hein. Bon, ça vaut des applaudissements. Merci.